Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est un webinaire qui est vraiment sur la forme du Ask Me Anything ou une sorte de clinique vraiment pour rentrer sur des cas pratiques, pour vous aider à construire votre stratégie de contenu qui va enrichir vos ventes. Donc on va vraiment être dans cette démarche très, développement d'affaires via ce canal-là. On va se présenter bien entendu. Donc je vais simplement faire quelques mots au démarrage pour vous expliquer ce qu'on fait et puis je laisserai, Jonathan se présenter et présenter Guarana. Donc ce que je vous disais, sans filtre aujourd'hui, on veut vraiment faire un webinaire qui sera utile pour vous, donc n'hésitez pas, il y a pas de mauvaises questions, il y a pas de questions trop compliquées ou pas de questions pas assez compliquées. On est vraiment justement là pour ça, donc n'hésitez pas à nous poser cette question-là et l'idée, c'est de vous donner toutes les clés pour que vous soyez plus serein pour votre stratégie d'acquisition pour, cette année qui est déjà bien engagée, mais sur laquelle il nous reste encore de nombreuses semaines et de nombreux mois. Et parce que nous n'avons pas, la science infuse et que nous ne savons pas tout, même si à nous 2, on devrait avoir l'immense majorité des réponses, mais peut-être que parfois on aura besoin d'aide. On se laisse avec Jonathan 3 jokers. Le premier, c'est l'appel à un ami. Donc on va pouvoir rappeler quelqu'un de notre réseau, qui est vraiment un expert de ce sujet-là. Vous demandez votre avis puisque vous aussi, vous avez une expertise, j'en suis certain. Et puis cette fameuse réponse de SEO et on va essayer au minimum de l'utiliser, c'est le «ça dépend». Donc on a le droit de l'utiliser qu'une seule fois. Je pense que vous l'avez tous vécu quand vous travaillez avec du SEO, avec de l'acquisition digitale de manière générale, on vous répond souvent: «Ça dépend». C'est un peu énervant. Donc promis, on le fera le moins possible aujourd'hui, on a le droit de le faire qu'une seule fois, hem, pour la question sur laquelle on trouve qu'on a vraiment besoin de répondre ça parce que c'est pas toujours possible de donner une vérité absolue. Parfois, ça dépend. Donc on aura le droit de l'utiliser une fois. Ah, peut-être que on peut se présenter, Jonathan. Vas-y, je te laisse démarrer. Oui, absolument. Ben, tout d'abord, je voudrais remercier Corentin et son équipe chez SMG de nous avoir invités à cet Plaisir. événement. Donc, voilà, moi, mon nom, c'est Jonathan Giroir. Je suis vice-président associé de l'agence Guarana. Guarana, on est situé à Sherbrooke. Donc, c'est quoi Guarana pour ceux qui ne nous connaissent pas? En fait, on est une agence de commercialisation numérique. Donc, c'est quoi la commercialisation numérique? C'est l'intégration de différents outils selon les objectifs du client. Donc, on va travailler autant avec le département du marketing, des ventes et du service pour justement mettre en place des outils numériques pour, par exemple, optimiser le processus des ventes, créer du lead generation, excusez-moi l'anglicisme, pour générer des prospects avec le marketing et aussi aider le service après-vente pour justement avoir de la récurrence au niveau des ventes. Ensuite de ça, dans le fond, comment que nous, on accompagne nos clients? En fait, on a bâti une académie vraiment pour développer les compétences à l'interne de votre équipe. Puis de la manière qu'on procède habituellement, on devient un petit peu le département externe qui vient s'imbriquer à vos experts déjà en place. Donc, par exemple, si vous aviez déjà quelqu'un qui s'occupait de vos campagnes payées ou quelqu'un de chez CMJ, par exemple, qui s'occupe de toute votre portion SEO, mais nous, on va vraiment venir s'imbriquer et travailler en pair, si on veut, avec l'équipe déjà en place. Donc, d'un côté, il y a un volet formation à l'interne chez vous, puis de l'autre côté, bon, ben, on va voir s'il faut faire un forfait plus clé en main ou si on veut y aller plus sous forme de consultation. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne avec l'entièreté de nos clients, si on veut. Parfait, merci Jonathan. Je vais me présenter moi aussi, donc Corentin. Comme vous l'entendez, je suis français, mais j'habite à Montréal, donc je dirige le bureau canadien de CMJ. Donc moi, mon activité, c'est d'accompagner nos clients et je vais expliquer ce qu'on fait chez CMJ juste après. Pour vous donner un peu mon passé, moi j'ai commencé par tous les aspects de développement de sites web. J'ai fait quelques années dans différentes compagnies là-dessus, donc je viens d'un profil plutôt technique. Et puis à force de faire des sites qui fonctionnent très bien hein, techniquement, mais qui font pas de visite, je me suis posé des questions et c'est comme ça que je suis venu au numérique et au SEO plus particulièrement dans mon cas. J'ai pour une autre conférence fait le calcul du nombre de projets sur lesquels j'avais travaillé depuis que, je travaille, et j'en suis à un peu plus de 1 100. Donc ça commence à faire, ça m'a fait mal, de faire ce calcul-là. Je commence à avoir des cheveux blancs, mais bon, je ne me pensais pas si vieux que ça. Donc je vais essayer et Jonathan aussi, hein, de vous partager cette expérience, de vous partager aussi
tout ce qui peut vous aider justement en fonction de qui vous êtes, puisque sur ces sujets de stratégie de contenu, sur ces sujets d'acquisition digitale, sur ces sujets SEO, en fonction du type de site web, du type d'organisation que vous êtes, vous allez peut-être pas avoir les mêmes choses à réaliser. Donc je m'occupe de tout le développement. Merci Guillaume. Effectivement, c'est une impressionnante feuille de route. N'hésitez pas à utiliser le chat pour qu'on puisse interagir, c'est vraiment ça l'objectif. Je vois qu'on a eu beaucoup de participants qui sont arrivés entre-temps. On a démarré très vite, donc je rappelle simplement les règles pour ceux qui viennent d'arriver. On se donne 1 heure pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Objectif, vous donner toutes les clés pour que votre stratégie d'acquisition numérique pour 2022 soit la plus efficace possible et que vous puissiez justement aller vers la croissance via ces leviers-là. Et on a 3 règles aujourd'hui. On pourra appeler quelqu'un de notre réseau pour justement avoir un nouvel avis ou une question sur laquelle on n'est pas forcément à l'aise parce qu'on n'a pas la science infuse, comme je le disais. On vous demandera peut-être votre avis aussi. Et puis une seule fois, la réponse du ça dépend. Donc peut-être je peux présenter SMG rapidement. Donc nous, on est une plateforme, on est un logiciel, basé sur de l'intelligence artificielle qui a pour objectif d'optimiser la performance, des contenus de nos clients. En fait, pour la petite histoire et puis en quelques mots, on vient du constat que seulement 9 des contenus sur le web font des visites. C'est énorme, ça veut dire que 91 des investissements qu'on fait en contenu, d'un point de vue SEO, ne servent à rien. Ça fait énormément d'argent jeté par la fenêtre, puisqu'en moyenne, un contenu, c'est entre 100 et 500 dollars. Donc imaginez les sommes que ça peut représenter. Donc nous, on veut contrecarrer ça parce qu'on considère que les stratégies de contenu, c'est peut-être la stratégie la plus rentable, la plus profitable quand on le fait bien. Donc on accompagne nos clients justement vers cette profitabilité, des clients de tout type, voilà, des très grands comptes comme des Vidéotron, des Rickmans, des Uber, des gens comme ça, mais aussi des plus petites compagnies de tout type de secteur. Ça peut être des plus petits commerçants, ça peut être aussi des plus petits réseaux de cliniques. Je pense à certains de nos clients, je pense aussi à des sociétés de comptabilité. Voilà, donc dans tout secteur d'activité, à partir du moment où on a des vrais objectifs de croissance via le contenu. CMJ, la plateforme permet 3 choses, d'identifier et de prioriser les meilleurs combats sur lesquels vous devez vous positionner, les meilleurs contenus, les meilleures thématiques, celles qui vont vous rapporter le plus, de guider toute personne qui va être en rédaction vers le contenu qui va le plus plaire à Google et donc forcément faire le plus de trafic derrière et être aussi capable de mesurer la profitabilité de chacune de vos actions. D'ailleurs, si vous avez ce genre de projet, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera tous ces contacts en fin de webinaire. On a 2 types de solutions, vraiment la plateforme, mais aussi capacité à vous accompagner aussi sur du SEO plus global. Et c'est parti. Donc je vais vous laisser poser vos questions directement dans l'onglet questions que vous avez en bas à droite. Vous avez sondage, questions, chat, je pense. Donc allez dans questions, posez-nous vos questions. N'hésitez pas aussi à voter pour les questions des autres qui vous paraissent pertinentes, sur lesquelles vous avez envie qu'on y réponde, puisque plus il y aura de votes, plus elles seront prioritaires. J'espère qu'on aura la capacité de répondre à toutes les questions, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps. Donc n'hésitez pas à démarrer par ça. Et puis on va se lancer. Et puis forcément, si vous avez des questions peut-être plus précises ou sur lesquelles vous ne voulez pas qu'on réponde là tout de suite parce que c'est peut-être un peu trop confidentiel, n'hésitez pas à nous contacter par courriel. Je vois que pour le moment, on n'a pas de questions, donc ne soyez pas timide. C'est vraiment, on est là pour ça. C'est vraiment l'objectif d'aujourd'hui. Exactement. Voyez ça comme des conseils gratuits. C'est ça. Carrément. Vous pouvez poser vos questions vraiment plus techniques si on veut, si je peux dire, en fait. Là. Parfait. Eh bien, écoutez, on commence à avoir des questions. Vous avez écouté notre conseil, ne soyez pas timide. Donc, on va répondre peut-être à la question de Richard dans un premier temps. Donc, je vais démarrer la réponse. Donc, question. Lorsqu'on construit un cocon sémantique, doit-on toujours intégrer des mots-clés LSI? Alors, peut-être pour tout le monde, Richard, est-ce que tu peux dans le chat expliquer ce que tu appelles LSI? Dans tous les cas, avant le temps que Richard nous précise cette spécificité-là, un cocon sémantique, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? On parle souvent de cocon sémantique, on peut aussi parler de topic cluster dans sa version anglophone. Les concepts sont théoriquement un petit peu différents, mais dans tous les cas,
ont la même logique. En fait, quand on est sur des requêtes qui sont très concurrentielles, exemple, on veut se positionner sur véhicule électrique ou sur vélo électrique ou sur physiothérapie, des requêtes qui sont très compétitives. En stratégie de contenu, on va pas pouvoir le faire une seule fois. Avec une seule pièce de contenu, ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas suffisant. Donc on a besoin de construire une légitimité sémantique en traitant de l'ensemble de ce sujet-là. Donc par exemple, si on veut se positionner sur les véhicules électriques, peut-être qu'on va devoir aussi parler de l'autonomie, peut-être qu'on va pouvoir parler des différentes marques, peut-être qu'on va pouvoir parler des systèmes de recharge. Vraiment un ensemble de contenus qui peut parfois être relativement large, ça peut être 5, 10, 20, parfois 100 contenus. J'ai déjà vu des cocons sémantiques de 100 contenus, notamment sur ce sujet du véhicule électrique qui est extrêmement concurrentiel. Forcément, tout le monde veut y aller. Il y a des gros intérêts stratégiques là-dessus. Richard nous explique que c'est latent semantic indexing, donc des mots-clés qui sont liés à un mot-clé principal et que sont considérés comme pertinents d'un point de vue sémantique. Donc, est-ce que tu veux démarrer, Jonathan, ou tu me laisses la main là-dessus? On est quand même sur un sujet très, très SEO, donc c'est peut-être pour moi. Ouais, je te laisserai y aller. Ok, n'hésite pas à me compléter si besoin. Absolument. Et n'hésitez pas hein, dans le chat ou si vous avez besoin de précision sur les termes qu'on utilise. Donc, quand on construit un cocon sémantique, l'idée, c'est d'être omniprésent sur cette thématique-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir créer un ensemble de contenus qui vont répondre à tous les sujets reliés à la thématique principale. Je reprends mon exemple du véhicule électrique. Vous allez devoir parler de toutes les sous-thématiques. On peut parfois se poser la question de est-ce que je ne vais pas me cannibaliser? Est-ce que je ne suis pas sur des requêtes qui sont trop proches et qui vont du coup cibler la même requête? Il ne faut pas trop être vigilant là-dessus, en tout cas pas trop avoir peur. Il faut vraiment travailler des angles différents. Par exemple, si je veux me positionner sur véhicule électrique, je peux peut-être travailler l'autonomie. Angle complètement différent et ça mérite parce qu'il y a du volume de recherche associé à ça. Je peux peut-être travailler les systèmes de recharge parce qu'il y a peut-être des questions associées à ça, il y a du volume de recherche associé à ça. Je peux peut-être travailler tout ça. Donc là, je suis sur des sujets qui sont quand même des gros sujets qui méritent forcément une réponse, un article dédié à ça, mais je peux aussi travailler avec un troisième niveau. Par exemple, dans l'autonomie, peut-être que je peux ensuite avoir un autre contenu dédié à quelle autonomie dois-je avoir sur mon véhicule électrique si je suis citadin, ou si j'habite en pleine campagne, ou si j'habite à tel endroit. Parce que forcément, quand on habite à Montréal, Sherbrooke ou dans le nord du Québec, c'est pas du tout le même sujet. On n'aura pas du tout les mêmes usages parce que quand on habite à Montréal, nos trajets quotidiens, s'ils font 10 ou 20 km, c'est déjà bien. Alors que quand on habite loin, forcément, le moindre déplacement, c'est peut-être 100 km. Et donc, forcément, on n'a pas besoin de la même autonomie. Donc, on peut aller très loin, justement, dans des mots-clés qui sont ce qu'on appelle long train. Et le gros sujet, ça sera de travailler du maillage interne pour créer une forme de silo, en fait, un silo comme un silo à grains. C'est-à-dire que il faut pas que le grain s'échappe. Donc là, c'est la puissance SEO qu'il faut pas qu'elle s'échappe. Et donc, on va avoir du lien de ces pages, quelle autonomie quand j'habite à Montréal, vers autonomie voiture électrique, puis vers voiture électrique. C'est vraiment comme ça qu'on va devoir construire notre cocon sémantique. Oui, si je peux ajouter, en fait, Corentin parlait de mots-clés de longue traîne et on a aussi également des mots-clés de courte traîne, si on veut, pour la traduction francophone. Là où est-ce que un mot-clé de courte traîne, ça va être de 1 à 3 termes, dans le fond, que ça va être des mots-clés extrêmement compétitifs pour se positionner. Donc, d'un point de vue un petit peu technique sur le site web, donc on-site, on va avoir des pages justement, qui vont tenter de se positionner sur des mots-clés de courte traîne. Donc, dans l'exemple de Corentin, ce serait véhicule électrique. Et à ça, dans le fond, on va lier d'autres contenus, articles de blog en l'occurrence, qu'eux vont se positionner sur les mots-clés de longue traîne qui vont être moins compétitifs. Donc, et ensuite, on va faire des liens de tous ces articles-là vers le contenu de courte traîne. Donc, ça va augmenter, si on veut, la visibilité de ce contenu-là aux yeux des moteurs de recherche, puis augmenter votre chance de vous positionner justement là, sur des mots-clés extrêmement compétitifs. Là. Donc, c'est comme ça un peu qu'il faut voir le cocon sémantique.
Exact, merci du complément. C'est ça qui est bien de faire cet exercice à 2, c'est que nous, on a forcément des choses en tête, il y a peut-être des choses qui sont hyper claires, mais l'autre peut compléter. Merci beaucoup Jonathan. Ça fait plaisir. Et merci Richard pour cette question. On part fort, on part avec des sujets qui sont un peu complexes, mais qui peuvent apporter vraiment beaucoup, en termes de résultats. Guillaume, question qui reçoit aussi beaucoup de votes. Donc quels sont vos outils, gratuits ou payants, pour trouver des sujets de contenu? Et recommandez-vous d'utiliser l'IA pour écrire du contenu et est-ce considéré comme du black hat par Google? Alors là, on est en plein dedans parce que c'est le métier de SMJ. Donc les outils pour trouver des sujets. Tout va dépendre déjà, de vos objectifs. Alors forcément, je vais prêcher pour ma paroisse. SMJ vous permettra de le faire. On a une fonctionnalité qui est vraiment, révolutionnaire à mon sens, qui s'appelle l'idée de contenu, qui sur une thématique donnée va vous lister l'ensemble des contenus que vous avez intérêt à travailler. Donc je reprends mon exemple de véhicule électrique ou, vélo électrique, changeons un peu, soyons fous, sur, le vélo électrique, peut-être voilà, on va vous lister les peut-être centaines de contenus que vous pourriez potentiellement produire. On va vous dire si c'est du transactionnel. Est-ce que c'est, par exemple, vélo électrique, plus une marque et donc là, on attend quelque chose qui est lié à de l'achat ou est-ce qu'on est sur, comment choisir et donc là, on est plutôt sur de l'informationnel et donc un blog, par exemple. Donc on fait toute cette étude-là pour vous, donc SAMJ vous permet de le faire et d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Néanmoins, vous avez d'autres choses et notamment, si vous avez, besoin juste de créer 1 ou 2 pièces de contenu, vous allez peut-être pas, se créer un abonnement à SMJ. Donc déjà, vous pouvez le faire par rapport, directement dans Google. Donc, hésitez pas à utiliser ce qu'on voit dans la page de résultats de Google. Donc ça, c'est pour vous donner des idées, des termes associés notamment avec ce qu'on appelle les Google Suggest, donc c'est l'autocomplétion. Quand je mets, je sais pas, véhicule électrique, derrière, je vais avoir une liste de mots-clés qui s'affiche, juste en dessous sur une forme de liste déroulante. Donc ça peut me donner des idées. Ça, c'est le moyen le plus simple, le moins cher parce qu'on peut le faire, depuis, son téléphone, quand on est en train de marcher, à la limite. Donc ensuite, on a plein d'autres outils. Alors je pourrais en citer des dizaines, mais on va avoir des outils comme Ahrefs qui vous permet de faire ça. On va avoir des outils comme, SEMrush aussi qui vous permet de faire ça, qui ont des licences qui sont soit gratuites, soit très peu chères. Donc là-dessus, voilà, ça va dépendre aussi de vos budgets, de votre intérêt. Ces outils-là sont plus des outils d'analyse et sont moins des outils opérationnels comme peut l'être SEMJ, mais peuvent être très efficaces, néanmoins. Effectivement. J'ajouterais à ça comme outil gratuit, faites seulement poser des questions à votre équipe des ventes. Les questions qui reviennent tout le temps, c'est carrément les questions que votre persona va avoir des réponses et forcément des questions que les internautes se posent. Donc, step numéro 1, j'irais vraiment sur consulter votre équipe des ventes ou carrément l'équipe qui parle à votre clientèle cible, si on veut. Un autre outil gratuit très puissant, c'est Answer the Public, où est-ce que vous marquez un mot-clé générique, si on veut, puis vous allez avoir carrément toutes les questions les plus fréquemment posées qui contient ce mot-clé-là. Donc, Answer the Public aussi est un excellent outil là, gratuit, encore une fois. Puis, comme Corentin dit, SEMrush, SMG et tout autre, il y a vraiment une panoplie d'outils là, sur le marché là, qui permet vraiment d'avoir des bonnes données là, à ce niveau-là. Là. C'est vraiment, enfin, merci beaucoup. Effectivement, tu as le très bon réflexe de parler aussi des humains. On pense beaucoup données, on pense beaucoup outils en SEO et moi le premier. Vous avez vu ma réponse, hein. Mais Jonathan, il a un très bon réflexe. N'hésitez pas à demander à vos équipes de vente, à vos équipes de support, à toutes les personnes qui sont en contact avec le vrai marché, puisqu'en fait, les internautes, ce sont des gens aussi qui sont en contact avec vous à un moment donné. Donc partez de là et ensuite confirmez, est-ce qu'il y a vraiment du volume de recherche avec des outils? Super complément, encore une fois, merci Jonathan. Exactement. 2e partie de la question sur, la rédaction par l'intelligence artificielle. C'est une super question, on en parle beaucoup, beaucoup. En ce moment, c'est un gros sujet en SEO et d'ailleurs, là aussi, on est en plein dedans parce que CMJ intègre, de l'écriture par l'intelligence artificielle et notamment avec GPT-3. GPT-3, c'est la technologie la plus puissante, pour créer du contenu, via l'intelligence artificielle et donc, est-ce que c'est considéré comme du black hat? Donc non, pour être très, très concret, mais ça reste une machine, qui rédige pour vous. Donc même si la machine est extrêmement puissante, le contenu, il a pour objectif de faire
des visites, il a pour objectif d'aider à votre positionnement, mais il a surtout pour objectif de convertir. C'est quand même ça la finalité. Si on fait des visites mais qu'on ne fait jamais une conversion, ce contenu il sert à rien. On n'est pas là pour se faire plaisir et flatter notre ego en ayant des top positions, des positions 0. C'est pas ça qui va payer vos salaires et vos collaborateurs à la fin du mois. Donc, il faut penser quand même à la conversion et ça, mettre en avant votre positionnement, le pitch, de votre produit, de votre marque et cetera. C'est ça qui va amener de la différenciation et donc de la conversion à la fin. Donc pour moi, l'IA doit vraiment être utilisée comme un générateur d'idées, comme un accélérateur pour aller plus vite, pour pouvoir produire plus dans le même temps ou produire plus vite, le même nombre de contenus. Voilà, donc c'est plutôt ça ma réponse. Utiliser les outils de rédaction par l'IA, donc SEMJ le fait, mais il y en a d'autres, hein, je pense notamment à Jasper, qui vous permet de faire ça, qui s'appelait Jarvis avant. C'est pas des choses que vous pouvez utiliser comme telles. Faites pas de copier-coller, en tout cas c'est mon conseil, mais ça peut être une base intéressante pour aller travailler, vos contenus plus rapidement et gagner en productivité. Absolument. Puis si je peux ajouter aussi, ces outils-là ne vont pas nécessairement non plus refléter le ton et les couleurs de votre entreprise non plus. Donc, c'est important d'avoir un côté humain pour que vos contenus soient encore plus uniques et qui reflètent carrément, là, comme je dis, le ton de votre entreprise, là. Je nous ai mis en grand, je pense que c'est mieux si on nous voit. Plutôt que de voir nos courriels, on vous les redonnera dans tous les cas. Merci, effectivement, ça donne un autre aspect. Question de Samuel, et peut-être qu'elle est plus pour toi que pour moi. C'est toi l'expert multicanal. Moi, je suis vraiment plus sur l'aspect SEO. Absolument. Donc, la question, la tendance vidéo est dans le marketing en croissance encore plus depuis la pandémie. Alors, quelles sont les plateformes à privilégier en premier si j'ai un budget limité? Honnêtement, je crois que je vais utiliser mon jeton d'appel pour cette question. Donc, je vais appeler notre directeur de service client pour qu'il puisse répondre justement à cette question. Guide un appel interurbain. Donc, on a le droit à un appel. Donc maintenant, à partir de maintenant, on ne peut plus le faire. Donc, alors moi, j'ai encore le droit à un appel, mais bon, ça veut dire que là, vous avez le droit maintenant de vous lâcher. Ouais, je te prends sur le fait. Écoute, on a parlé récemment de TikTok beaucoup, là. Puis on n'est pas les seuls à en parler, bien évidemment. Là, c'est une plateforme pour laquelle il y a quand même pas mal d'opportunités à saisir. J'avais comme une sous-question moi, sur la question de Samuel. Je me demandais, puis j'ai pas la réponse, fait que je vous propose un échange. Là, tu ne me mettras pas sur le spot tout seul. Parfait, ben oui, bien sûr. En fait, ma sous-question, moi, c'est le vidéo, c'est une chose, mais si on parle de SEO, est-ce qu'on manque pas un peu le bateau? Donc, il y a de plus en plus les plateformes, je trouve qu'ils se ressemblent. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est important de regarder d'abord le public que l'on cible, les gens qu'on veut réellement rejoindre, consomment leur contenu vidéo sur quelle plateforme. Donc, on sait que TikTok, ça prend de l'expansion. Il y a YouTube qui essaie de suivre avec des shorts. Mm-hmm. Donc, il y a effectivement beaucoup d'opportunités, puis d'expliquer aussi des concepts complexes. Là. Donc, on a plus le temps d'attention de notre public. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là aussi pour avoir l'appareil d'un point de vue SEO? Absolument. Et je te remercie, Daniel, de ta réponse. Donc, je vais prendre le fil à ce niveau-là. Je pense que tu as mis le doigt dessus exactement, là. Donc, merci pour ton appel, d'avoir répondu, en fait, à la question. Avec plaisir. Donc, oui, exactement. Je pense que Daniel a vraiment mis le doigt dessus, là. On parle de tendance vidéo, mais est-ce que votre public cible regarde la vidéo pour débuter, en fait, là? Je sais qu'il y a certains de nos personas, nous, qui préfèrent le contenu textuel parce qu'ils lisent extrêmement en diagonale. Donc, d'écouter une vidéo et d'essayer de trouver la réponse à leurs questions dans une vidéo de 5 minutes, ça devient plus difficile. Comme Daniel mentionnait, la plateforme TikTok qui propose de courts vidéo est vraiment en vogue. C'est le média social qui a eu la plus forte expansion depuis quelques mois, voire années.
Par contre, est-ce que votre persona est là? Si, par exemple, on parle dans notre secteur, nous, on veut rejoindre des professionnels dans le secteur B2B, donc business to business, cette plateforme-là est un peu moins adaptée pour l'instant. C'est plus quand on veut peut-être vendre quelque chose, quand on a une boutique en ligne ou quelque chose auprès des plus jeunes, si on veut. Donc, oui, c'est plus facile de faire des vagues sur cette plateforme-là. Par contre, est-ce que votre persona s'y retrouve? Puis, comme on dit dans le fond, c'est de faire carrément notre persona à savoir, bon, ben où, sur quelle plateforme il se retrouve. Donc, si c'est sur YouTube, ben forcément, il faudrait investir les sommes dans cette plateforme-là plutôt qu'une autre, là. C'est ça, je peux compléter. Alors, ce n'est pas exactement une réponse à la question, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête. Peu importe le canal que vous allez utiliser, TikTok, Instagram, YouTube, peu importe. Ce qui est important, c'est, je suis 100% d'accord en fonction de qui vous ciblez. Si vous êtes en train de vendre des produits qui sont à destination des moins de 20 ans, voilà, c'est TikTok, il n'y a pas de question. Si on est sur des personas de notre génération, avec Jonathan, bah, TikTok, c'est pas vraiment la cible. Moi, j'y suis allé une fois pour pas être bête, mais voilà, je suis passé pour ça et une majorité d'entre nous, j'imagine aussi. Par contre, si on est dans des, je sais pas, des cliniques pour personnes âgées, bah, est-ce que c'est la vidéo? Enfin, tout le canal doit vraiment être adapté à qui on cible et bah, moi, comme Jonathan, chez SMJ ou chez Guarana, bah, TikTok, c'est pas forcément adapté, en tout cas, c'est pas le levier principal, sur lequel on va travailler. Peut-être YouTube, c'est d'ailleurs ce qu'on fait. On avait fait un podcast, il y a quelques temps ensemble, voilà, sur YouTube, ça marche bien parce qu'on est sur des gens qui ont besoin sur des sujets où on nous accorde de l'attention parce que, bah, on est là pour ça. Et pour revenir sur l'aspect aussi SEO et contenu, réutiliser, ces contenus-là. La vidéo, ça coûte vite cher, c'est vite des investissements et du temps pour vos équipes qui peuvent être importants et quand on a du fond, quand on a fait une vidéo d'1 heure sur un sujet spécifique pour vous. Alors Samuel, je ne sais pas dans quelle activité vous êtes, mais forcément vous avez une expertise et bah, ce contenu-là, réutilisez-le. Réutilisez-le pour en faire un article parce que, bah, c'est juste de la réécriture de ce qui a déjà été dit. Réutilisez-le peut-être pour le mettre sur LinkedIn. C'est des choses qui ne sont pas indexées par Google, donc ce contenu peut être aussi mis en avant. Réutilisez-le sur vos réseaux sociaux, sur vos médias sociaux parce que vous pouvez faire découper ce contenu-là en plein de choses et avec un seul investissement, vous pouvez, multiplier les canaux sur lesquels vous allez faire du trafic, de la visibilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut marcher très, très fort. Mhm. Puis, ce qu'on fait, nous, à l'interne aussi, c'est qu'on va analyser, dans le fond, les articles de blog qui se trouvent à fonctionner le mieux d'un point de vue trafic, lead, etc. Puis, si ce contenu-là, dans le fond, on va faire une version vidéo, donc avec exactement le même contenu, mais une version vidéo. Puis ça va aider à booster la position de cet article-là dans Google parce que Google aime toujours ça de voir des vidéos aussi qui sont dans des pages avec déjà du bon trafic, là. Et YouTube, c'est Google, hein, donc n'hésitez pas à utiliser YouTube et éviter peut-être les autres plateformes comme Vimeo, Dailymotion, il y en a plein d'autres. YouTube est quand même très, très majoritaire. Et en plus de ça, on peut intégrer des contenus très facilement dans nos articles. Effectivement, ça permet d'avoir des taux de lecture, des temps passés sur les pages qui sont beaucoup plus importants et c'est des signaux positifs aussi en SEO. Question longue et complexe, c'est bien, j'adore cet exercice. Merci beaucoup Samuel pour cette question. Question de Laura. Quels sont les meilleurs outils pour bâtir sa stratégie de contenu et avoir une bonne vue d'ensemble? Alors, je vais répondre sur l'aspect vraiment contenu textuel et peut-être que Jonathan, tu pourras compléter avec la stratégie de contenu globale, puisque le contenu, c'est pas que le texte sur son site web et bah, tu pourras nous expliquer tout ce qu'on peut faire autour de ça, parce que je sais que bah, tu as plein de choses à nous dire. Donc, par rapport au contenu sur le site web, je vais vraiment me concentrer là-dessus dans ma réponse. En fait, déjà, le processus pour avoir une bonne stratégie de contenu, c'est d'être capable de dire sur quoi vous devez travailler par rapport à votre thématique, mais aussi par rapport à votre existant. Votre thématique, qui sont vos concurrents, qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce qui fait de la tendance, etc., etc. Votre existant, ça ne va pas du tout être la même chose si vous avez un site web sur lequel vous avez déjà des milliers de contenus ou si vous venez de démarrer, parce que vous allez pouvoir réutiliser de l'existant en réoptimisant des pages, ou si vous devez tout créer de zéro. Donc ça, c'est vraiment déjà la base, savoir identifier les contenus que vous allez devoir travailler et comment le faire.
Ensuite, il y a l'aspect production, être capable de planifier, être capable de mettre des étapes suite à ça. Quand on crée un contenu, en fait, c'est pas juste on écrit, on publie, ça se passe rarement comme ça dans le vrai monde. Il va falloir donner sa tâche à la personne, faire une première faire un plan, donc ça veut dire analyser la concurrence, faire la rédaction, peut-être qu'il y a de la relecture, parfois il y a plusieurs niveaux de relecture. On travaille, nous, par exemple, avec des clients dans le secteur bancaire ou dans le secteur de la santé. Il y a plusieurs niveaux de relecture. Il y a un niveau marketing, il y a un niveau légal, il y a un niveau métier. Donc déjà, on a 3 personnes différentes qui relisent. Et puis ensuite, on a l'intégration qui peut être plus ou moins complexe. Et enfin, on a tout l'aspect mesure et adaptation des résultats. Une bonne stratégie de contenu, c'est une stratégie qui va se mettre dans le temps. Donc, pour faire ça, il faut être capable de voir qu'est-ce qui fonctionne pas, en termes de trafic, en termes de conversion, en termes de revenus. Ça peut être sur plein d'indicateurs différents. Donc, vous voyez 3 grandes étapes à peu près pour le faire, et en fonction de ça, vous pouvez utiliser différents outils. Donc, pour l'identification des mots-clés et des tendances, vous pouvez utiliser des outils, on en a parlé tout à l'heure, sur quels sont les mots-clés qui font votre marché, quels sont les volumes de recherche. Vous pouvez aussi et surtout, j'allais dire, utiliser les outils Google, donc Search Console Analytics, qui vont être vos meilleurs amis. Encore faut-il savoir les lire et avoir le temps de le faire, parce que c'est long, hein, notamment juste le temps de chargement de Analytics Search Console, vous n'êtes pas content, c'est long, c'est lent. Sur l'aspect planification, ça peut être des outils comme Monday, Asana, Trello, des choses comme ça qui peuvent être vraiment pratiques. Et puis sur l'aspect mesure, là aussi Analytics Search Console, Data Studio aussi de Google est assez bien fait. Et puis il y a d'autres outils qui peuvent vous aider, des choses pour traquer des positions par exemple, pour mesurer des positions moyennes ou des positions sur des URL spécifiques. Donc là-dessus, différents outils, notamment sur monitorer des positions, des SE ranking, des monitor-rank, etc. Et puis, si vous voulez vous faciliter la tâche pour faire tout ça, et je suis désolé de vendre encore une fois CMJ, mais on est fait pour ça en fait. CMJ a été créé pour que tout ce processus-là, qui est parfois complexe, qui va nous demander d'avoir plein de choses différentes sur plein d'outils différents, eh bien, on le centralise pour être plus performant et gagner du temps. C'est vraiment ça les raisons pour lesquelles on existe. Et donc, dans CMJ, vous allez retrouver justement la gestion de l'ensemble de ces phases. Donc, si je devais répondre quel est le meilleur outil pour faire tout ça, CMJ, si vous avez besoin de spécificité sur un de ces axes-là, ça peut être d'autres outils, ça peut être Ahrefs, SEMrush, Ubersuggest sur la partie identification, ça peut être la planification, j'en ai cité, sur l'aspect monitoring, à mon sens, Search Console, Data Studio pour avoir de la visualisation plus simple, peut être aussi des bons outils, puisque promis, je ne vais pas parler que de CMJ aujourd'hui, même si forcément vous avez compris que ça peut être vraiment très très intéressant. Et d'ailleurs, venez voir, on pourra faire des démos avec grand plaisir. Ouais, je pense que Corentin a vraiment bien répondu à la question. Je n'aurais pas beaucoup de choses à rajouter à ça. Par contre, quand on parle d'avoir une bonne vue d'ensemble, on veut toujours attacher un retour sur investissement, bien évidemment. Donc, il l'a mentionné tout à l'heure, entre 100 et 500 $ par création de contenu. On veut savoir qu'est-ce que ça donne en bout de ligne. Donc, c'est sûr que d'avoir un CRM va être un incontournable pour vous. Donc, un Customer Relationship Management Tool. Le numéro 1 présentement, c'est HubSpot et comme vous le savez peut-être, nous, on est partenaire HubSpot, donc c'est l'outil de prédilection, si on veut, de notre côté. Ce qui va nous permettre, en fait, c'est de centraliser vraiment comme toutes les tactiques. Donc là, on parle beaucoup de stratégie de contenu, de SEO. Donc oui, on va pouvoir connecter justement pour avoir des données et des tableaux de bord avec ces données-là, si on veut. Par contre, si vous faites des campagnes, par exemple, de coût par clic sur Facebook Ads, Google Ads et tout, vous allez être aussi en mesure de connecter tout ça. Et toutes ces données-là vont être vraiment centralisées vers un CRM. Donc, pour ceux qui n'ont jamais utilisé un CRM, c'est quelque chose qui est inévitable présentement. Et celui de HubSpot, comme je disais, il est numéro 1, puis il est gratuit. Donc, c'est sûr que je peux vous donner une démo si vous voulez vraiment, mais ce qui va permettre, c'est que vous allez venir mettre un code de suivi sur votre site web, puis tous les formulaires qui vont être remplis sur votre site vont se trouver à créer des contacts dans votre CRM automatiquement. Donc, à partir de là, vous allez être en mesure de suivre un peu ce que l'internaute va faire. Donc, si par exemple, il a été sur des contenus blog XYZ, par exemple, on parlait d'auto électrique, par exemple, bien, vous allez savoir que ce contact-là est intéressé par les autos électriques. Donc, votre équipe des ventes, par la suite, quand ils vont aller pour contacter ce prospect-là, ils vont savoir carrément tout ce qu'il a fait sur votre site web. Puis, ensuite de ça, on va être en mesure, si ce contact-là se trouve à devenir un client, de rattacher vraiment un coût à votre contenu.
Donc, un retour sur investissement carrément, là. Donc, je crois que honnêtement, c'est un inévitable là, dans notre système, là. Ouais, c'est certain. Nous, avant qu'on connaisse Guarana et on utilise HubSpot depuis très longtemps, et effectivement, on a une stratégie de contenu pour nous-mêmes, hein, forcément. Et on aurait vraiment du mal à s'en passer aujourd'hui. Et on a plein de clients aussi, ça permet vraiment d'avoir cette vision d'ensemble. Donc, effectivement, très bon complément. Merci Laura. Question de Guillaume. Guillaume qui a des questions hyper pertinentes. Merci beaucoup. Sur si j'ai peu de temps pour développer un article, est-ce intelligent de lancer un article de blog avec 10 images et juste quelques titres et par la suite ajouter le texte comme 2 semaines plus tard? Je vais vous répondre franchement, hein, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on met en ligne une nouvelle page, un nouveau contenu et que le process, hein, pour vous rappeler le processus d'un moteur de recherche, la première chose, c'est qu'il soit vu par Google. Donc c'est ce qu'on appelle le crawl, c'est le passage du robot sur ça. Ensuite, l'indexation. Donc l'indexation, c'est est-ce que Google décide que cette page mérite d'être dans sa base de données, en quelque sorte, son index. Ça lui coûte de l'argent, donc parfois il ne va pas la mettre dans son index. Et ensuite, c'est son positionnement. Est-ce que au lieu d'être 99e, cette page-là, je vais peut-être la positionner 3e. Donc tout ce processus-là, qui peut prendre parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, il faut lui donner un maximum de chance dès le début. Et on a une notion qui est ce qu'on peut appeler la prime de fraîcheur. Moi, j'aime bien ça comparer avec la première fois qu'on rencontre quelqu'un. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un et une interview pour un nouveau travail, et la personne, elle arrive toute nue. Et 2 semaines plus tard, elle arrive en costume cravate, et elle parle hyper bien. Vous n'allez pas l'embaucher, vous n'allez pas la prendre. Pourquoi? Parce que ça s'est mal passé la première fois. Donc c'est un peu cette comparaison est poussée à l'extrême volontairement pour que l'image vous reste en tête. J'espère qu'elle reste pas trop en tête quand même parce que je sais pas si ça peut être bien, il est que 11h36 du matin. Mais on est donc là, dans cette démarche-là de montrer à Google vraiment le top dès le début. Donc ne publiez pas tant que votre article n'est pas vraiment au top. Et d'ailleurs, ce que nous, on conseille à nos clients, c'est de ne pas publier un contenu dans une version V1. Ça fonctionne. Quand on parle de SEO, on n'est pas sur un Google Doc ou sur un Word. C'est pas une bonne idée de faire V1, V2, V3 plusieurs fois, hyper régulièrement. Ça peut être une bonne idée de réoptimiser, mais dans une vraie démarche d'amélioration, pas dans une démarche de j'avais pas le temps. Donc attendez d'avoir votre contenu qui a un vrai niveau de qualité. Dans CMJ, ça veut dire une bonne note, plus de 75 sur 100, puisqu'on vous guide justement pour vous donner est-ce que ce contenu-là est suffisamment bon, pour ensuite le publier et avoir la meilleure première impression que vous pouvez avoir avec Google. Puis vous ne voulez pas non plus vous exposer à une pénalité de Google, donc baisser l'autorité de votre domaine non plus. Donc, si par exemple, vous publiez une page avec seulement des images, les internautes arrivent là-dessus, puis bounce, si on veut, donc quitte tout de suite votre site web et vous allez donner un impact négatif à votre nom de domaine. Puis Google pourrait aller jusqu'à carrément dire à chaque fois qu'il y a des contenus publiés sur ce domaine-là, c'est de piètre qualité, donc je vais le faire baisser dans mes résultats de recherche, là. Donc, il faut faire attention à ça aussi, là. Clairement. Merci pour cette question. Les questions sont vraiment très pratiques. C'est ce qu'on veut. N'hésitez pas à en mettre des nouvelles, à nous donner aussi des exemples de cas pratiques sur lesquels vous avez envie de faire ça, mais vous ne savez pas si c'est une bonne idée. C'est le moment. Comme disait tout à l'heure Jonathan, c'est une consultation gratuite. C'est un mode clinique. On est là pour ça. N'hésitez pas. Question de Cédric. Il y en a plein avec deux votes, donc on va essayer de les faire au fur et à mesure et pour tous y répondre. Donc question, si j'ai bien compris, il est préférable de mettre un player YouTube sur son site web pour favoriser son SEO que de uploader une vidéo directement sur son site. Alors, question relativement technique, donc j'espère que tout le monde va comprendre et voir ce que je veux dire derrière ça. En fait, Google et YouTube sont c'est la même compagnie, hein, donc il faut montrer. En fait, c'est un signe positif que d'avoir justement un lien YouTube sur sa page. Il y a un deuxième élément qui est l'aspect performance. La performance est un élément important les aspects techniques SEO, et donc forcément, quand on a une vidéo qui se charge au sein de notre page, qui doit être chargée par le navigateur,
c'est lourd une vidéo, c'est pas du texte. Donc ça peut poser de gros problèmes de performance. Donc à mon sens, il vaut mieux laisser gérer YouTube ça, pour justement que notre page reste la plus légère possible, tout en faisant profiter à notre audience d'une vidéo sur YouTube, parce que ça peut créer de l'engagement. Je vois qu'il y a une autre question sur l'aspect engagement. Donc voilà, ce serait plutôt ça mon conseil. Exactement. Puis les données vont être comptabilisées aussi sur la vidéo YouTube en tant que telle, sur le média social. Donc, toutes les vues qui vont être faites sur votre site web via un vidéo embed, une vidéo intégrée dans votre page, va être comptabilisée. Donc, va aider au positionnement de votre vidéo aussi sur YouTube directement. Donc, c'est pour ça que c'est gagnant-gagnant de procéder ici. Parfait. On commence à y avoir des questions vraiment très précises, j'aime ça. Question plus pour toi, je pense, et puis je compléterai peut-être, mais question de Mehdi. S'inspirer des interfaces des réseaux sociaux pour développer son site web ou son app pour des fins d'augmentation d'engagement, vous en pensez quoi? Super question, merci Mehdi, et à très vite, puisque je pense qu'on se connaît. En fait, si je comprends bien, ça serait de prendre l'interface de le UX à proprement dit d'un média social pour s'y fier. En fait, tout était une question du public cible. Donc oui, les médias sociaux comme Facebook et tout ont fait des tests A/B à plus finir. Probablement qu'il y a certains d'entre nous qui se rappellent au début, Facebook faisait des changements à quasi chaque semaine où est-ce que les éléments se retrouvaient. Par contre, je ferais vraiment attention à ça parce que un site web puis une application, c'est vraiment deux choses distinctes. Donc, est-ce que votre public cible va accéder à votre site via mobile ou sur ordinateur de bureau? Encore là, c'est une question que vous devez vous poser quand vous allez dresser le profil de votre clientèle cible. Les meilleurs outils qu'on utilise, nous, pour justement optimiser ça, c'est, je ne sais pas si vous connaissez l'outil Hotjar, mais ça permet de créer ce qu'on appelle des heat maps en anglais, donc qui permettent de voir un peu où est-ce que les internautes vont aller, puis ensuite de ça, d'utiliser un outil qui vous permet de faire des tests A/B. Faites juste attention lorsque vous procédez à des tests A/B, de juste changer un élément. Donc, par exemple, dans votre test A, vous allez mettre le bouton d'une couleur différente. Commencez pas à changer, par exemple, la position de ce bouton-là, la couleur, puis l'image en bannière, si on veut, parce que vous ne saurez pas nécessairement ce qui fonctionne le plus entre votre test A et B, parce que vous allez avoir comme trop de choses distinctes entre les deux versions. Là. Donc, de procéder de cette façon-là, je pense que c'est vraiment la meilleure manière, plutôt que de regarder, par exemple, un média social, puis de faire un copier-coller, si on veut. Là. Donc, moi, ça serait ma recommandation à ce niveau-là. Et si je peux ajouter, sur des éléments un peu complémentaires, sur l'interface, et je pense notamment à vos gabarits de page. Alors c'est peut-être pas exactement la question, mais je profite de ce temps qui m'est donné pour vous conseiller là-dessus. Le nombre de fois où je vois, des pages et parfois de très grosses compagnies qui normalement sont très bonnes en SEO, en tout cas sont censées l'être, qui n'ont pas la possibilité de faire mieux que ce qu'ils font actuellement parce qu'ils sont limités par leur gabarit de page. Pensez-y, quand vous êtes en train de créer un site web, quand vous êtes en train de faire une refonte de site web, que sur l'ensemble de vos pages, vous ayez la capacité de faire ce que vous voulez pour optimiser. Ça peut être avoir la main sur votre titre, ça peut être avoir la main sur votre balisage à chaîne, donc H1, H2, H3, etc., donc votre sous-titre de page, mais aussi d'avoir des blocs de texte qui vous permettent de créer du contenu si besoin. Vous ne savez pas si dans 2, 3, 4 ans, vous aurez besoin sur votre catégorie d'avoir peut-être 1000 mots, peut-être, parce que Google aura avancé dans ce sens-là, et c'est déjà le cas en fait. Le nombre de sites web e-commerce qui n'ont pas la capacité d'écrire du contenu sur des catégories alors qu'ils auraient tout intérêt à le faire, et ben ça se prévoit au moment des gabarits. Et quand on est sur un site qui fait beaucoup de volume, qui a des grosses dettes techniques, ou en tout cas c'est difficile, c'est cher de faire des évolutions techniques, il aurait fallu y penser avant. Donc ça, c'est vraiment mon conseil. Donc faites attention à ça. Et sur les A/B tests, je rebondis, je suis 100% d'accord avec Jonathan sur l'aspect conversion engagement. Faites attention aux tests d'un point de vue SEO, parce que Google ne va pas apprécier si vous avez beaucoup de changements, notamment dans les pages, donc dans les titres, dans les textes en tant que tels. Faites pas de l'A/B test. En tout cas, faites-le avec grande précaution si vous faites de l'A/B test, vraiment sur des types de contenus, par exemple, parce que Google ne va pas apprécier. Si vous lui montrez la page A, la page B, la page A, puis la page B, il ne va pas comprendre ce qui se passe, et donc vous allez être dépositionné. Merci Mehdi. Question de Juliana. Et bonjour Juliana.
J'espère que tu vas bien. Quelle est la meilleure pratique concernant les anciens articles de blog qui sont pratiquement obsolètes? Probablement obsolètes, pardon. Donc là, on est sur un vrai sujet qui, à mon sens, est sous-estimé. En fait, un site web, et notamment un site web qui a un historique fort, qui a fait du volume, c'est peut-être là où on peut gagner le plus vite ou en tout cas le plus rapidement. On parle souvent en anglais de low hanging fruits, c'est pas pour rien. On va parler de quick win, parlons français, c'est ce qui peut vous rapporter le plus. Nous, on utilise beaucoup le terme de pépites. C'est un peu les petits trésors que vous avez, et vous savez juste pas où vous les avez rangés, et vous savez juste pas comment faire de ce lingot d'or des bijoux qui sont magnifiques. Et c'est ça qu'on va vouloir chercher. Donc, déjà, il va falloir les identifier, puisque quand on a un site qui fait parfois des dizaines de milliers de pages, notamment en e-commerce, il faut être capable d'identifier peut-être les 10, 50, 100, 200 pages sur lesquelles on aurait intérêt de faire ça, et ça se travaille. Soit on le fait à la main, ça prend du temps, mais c'est faisable. C'est notamment un gros travail depuis la Search Console et puis retraitement derrière, souvent dans un Excel. Soit on peut le faire avec SEMJ, vous permet de le faire automatiquement. Et puis ensuite, il y a la question de est-ce que ces articles-là sont vraiment obsolètes au sens où ils n'ont plus rien à faire, par exemple, parce que je prends l'exemple d'une page produit. Cette page produit n'existe plus parce qu'elle est plus fabriquée. Donc ça, vous n'allez peut-être pas la laisser juste pour vous faire plaisir, elle n'a aucun intérêt. Et puis en plus de ça, elle dépense du budget de crawl, parce que c'est une page qui existe. Budget de crawl, c'est le temps passé par les robots de Google sur votre site. Pour faire ça de manière très simple, c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà. Donc sur une page produit, si vous avez vraiment, elle n'a plus d'intérêt à être là, elle n'est plus fabriquée, donc vous n'allez plus jamais en vendre. Mon conseil, c'est de faire une 301 vers soit le produit équivalent, et soit vers sa catégorie de niveau supérieur. Un sac de couchage, par exemple, qui s'appelle XYZ, faites une 301 vers la catégorie sac de couchage pour transférer l'autorité. Je parle de 301, faites surtout pas une 302, ça ne transfère pas l'autorité de la page. Donc 300. Sur un article de blog, puisque c'est ça la question, mais je voulais montrer que sur le transactionnel, il y a aussi des choses à faire. Sur les articles de blog, soit vous avez, c'est assez rare en fait d'avoir un article qui est complètement obsolète, sur lequel il y a plus d'intérêt. Donc mon conseil, c'est plutôt de le réoptimiser. Et là, pour vous donner un exemple, ceux qui font ça le mieux, et c'est vraiment un exemple à avoir toujours en tête, c'est les articles comment choisir un téléphone intelligent à moins de $500, $250, ou le meilleur smartphone intelligent en ce moment. C'est des articles qui sont mis à jour tous les 15 jours. C'est impressionnant. Ils sont mis à jour parce que forcément, les téléphones intelligents, ça va très vite. C'est un marché qui évolue très, très vite. Mais c'est aussi parce que c'est tellement important d'un point de vue stratégique. L'argent qui est fait sur ces pages-là, en termes d'affiliation, c'est monstrueux. Donc, ils ont tout intérêt à rester premiers. Et donc, il y a de l'optimisation en constant. Donc, ça veut dire aussi d'avoir des pages qui sont adaptées à ça. Typiquement, ne mettez pas des dates dans les URL. Parce que si ce contenu-là il a été construit au départ en 2018, c'est bizarre. Ça ne va pas poser tellement de problèmes d'un point de vue purement SEO, mais ça va poser des problèmes de taux de clic parce que forcément, vous n'allez jamais cliquer sur le meilleur smartphone intelligent en 2018 alors qu'on est en 2022. Personne ne va faire ça. Ça serait bizarre. Donc, faites attention à ça pour pouvoir retravailler des contenus obsolètes. Et donc, quand on a des saisonnalités, moi, mon conseil, c'est de le faire chaque saison. Quand on est dans le sport, ça veut dire chaque saison. Donc de les identifier puis de les retravailler. Si on n'a pas de saisonnalité, tous les 6 mois, tous les ans est un bon rythme pour identifier et retravailler les contenus les plus importants pour vous. Effectivement, Corentin, je pense que tu as répondu en long et en large à cette question. C'est mon sujet favori. Oui, exactement. Tu sais, la fraîcheur du contenu, si je peux dire, est dans le top 10 des critères de positionnement de Google. Donc, c'est extrêmement important de recycler son contenu, d'où pourquoi SEMJ existe d'un certain sens. Là. C'est ça. Ça, c'est vraiment un élément important. Et pour vous donner une stat, nous, sur l'année précédente, on a publié, chez nos clients, on a publié un peu plus de 15 000 contenus différents qui ont été produits par eux avec la plateforme. Et sur tout l'aspect optimisation, on a une croissance moyenne de 70% de croissance parce qu'on a réoptimisé des pages. Donc, ça peut vraiment vous faire gagner beaucoup et parfois avec assez peu d'efforts. Parfois, c'est juste retravailler la structure. Parfois, c'est peut-être rajouter 100, 150 mots. Parfois, c'est juste retravailler son balisage. Donc, on peut avoir parfois peu d'efforts pour beaucoup de gains, même si parfois ça demande beaucoup plus de travail et quasiment reprendre une création quasiment comme une création, même si on est sur une page existante. Mais ces pages-là ont un historique, ont une force, donc réutilisez-les.
Effectivement. Puis on parlait de low hanging fruit tout à l'heure, dans le fond, de la manière qu'on procède, nous, d'un certain sens, et un conseil en fait, là, juste regardez vos articles qui se positionnent sur la 2e page de Google, donc entre la 11e position et la 20e, puis vous allez savoir comment faire des gains rapides pour justement recycler ce contenu-là pour atterrir sur la première page. Donc, voilà un petit truc là, à savoir comment prioriser vos contenus à recycler si on veut. 100% d'accord avec ça. Et d'ailleurs, nous, on a un algorithme de priorisation et un des critères, ça va être ça, c'est est-ce que je peux gagner beaucoup? Il faut avoir en tête que quand on est, les taux de clic, hein, quand on est en première position, ça dépend, mais ça va être entre 25 et 35%. Quand on est en deuxième position, ça va être entre 15 et 20%. Et ça descend très, très vite. Et quand on est 7, 8e, on est à 3-4%, 5% maximum. Donc, le gain marginal de chaque gain de position est énorme. Donc, Jonathan dit entre le 11 à la 20e. Moi, j'irais peut-être plus loin entre la 5 et la 20e, puisque quand vous êtes en dessous de la 5e position, votre taux de clic est très faible. Et par contre, on peut gagner beaucoup à chaque gain de position. Donc, effectivement, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour vous. Merci beaucoup, Juliana, pour cette question qui nous a permis de développer cet aspect qui est ma passion. Donc c'est top. Il y a une question de Daniel qu'il avait posée au tout début en plus, donc on va favoriser cette question même si on a plein d'autres. Daniel, quelles sont les erreurs les plus fréquentes quand on se lance en marketing de contenu? Comment les éviter? Alors, je vais parler de la partie SEO, je te laisserai compléter sur la partie plus globale. Donc, sur la partie SEO, c'est viser des mauvais mots-clés avec les mauvaises intentions. Cette notion d'intention, elle est hyper importante. Elle n'est pas que importante, elle est indispensable en fait. Qu'est-ce que c'est? L'intention, c'est qu'est-ce que Google et mon audience attend sur une requête. Quand je veux me positionner sur sac de couchage, est-ce que les gens qui tapent sac de couchage sont en train d'acheter? Donc là, il faut leur proposer une catégorie de produits ou un produit. Et ça va dépendre, est-ce qu'ils sont en train de rechercher un comment choisir, ou quels sont les meilleurs sacs de couchage, ou les usages d'un sac de couchage, ou comment nettoyer un sac de couchage? Eh bien, ça dépend. Et on ne peut pas le deviner. C'est impossible de deviner. Donc, il faut l'analyser, il faut le regarder. Donc là, Google nous le montre. Il faut regarder qui se positionne dans le top 3, dans le top 5 et quel type de contenu ils ont, quelle est l'intention qu'il y a derrière. Ça, c'est déjà la première erreur que je vois le plus souvent. Essayez de vous positionner avec une page informationnelle sur du transactionnel ou inversement. Ça ne marchera pas, même si vous êtes Amazon. Donc ça, premier élément. Deuxième élément, c'est pour moi la planification. Et là, il faut être très humble. Le contenu, ça prend du temps. En moyenne, un contenu, il y a une étude qui a été faite l'année dernière par IgniteSpot qui montre qu'un contenu, quand on fait tout à la main, toute la phase de brief, toute la phase d'identification, toute la phase de rédaction, validation, etc., ça prend 4 heures et 1 minute en moyenne. Donc, si vous n'avez pas d'aide d'outils comme SEMJ ou d'experts comme Jonathan et ses équipes, ça va vous prendre 4 heures par contenu en moyenne. Donc, si vous vous dites que vous allez être capable de faire 10 contenus par semaine alors que vous avez 150 milliards d'autres tâches à faire à côté, ça n'arrivera pas. Donc, la planification et l'aspect capacité de production est hyper important. Ça veut dire derrière d'être capable de prioriser les contenus sur lesquels vous allez devoir travailler. Et si vous avez une capacité de production de 2 contenus par semaine ou par mois, très bien. Mais par contre, tenez-vous-y et travaillez les contenus qui peuvent vous rapporter le plus. Je donnais une conférence lundi au Digimarcon sur un autre événement et je disais, soyez feignants. C'est important parce que vous avez peu de temps et donc investissez votre temps uniquement là où ça peut vous rapporter gros et donc soyez capable de savoir où est-ce que ça vous rapporte. Donc ça demande d'avoir des outils ou des conseils d'experts à l'interne ou en externe si besoin, mais voilà. Donc ça serait plutôt ça les 2 grosses erreurs que je vois le plus souvent. Et peut-être petit détail parce qu'on est au Québec donc j'en parle. Dans vos détails techniques, souvent il y a du balisage en ce qu'on appelle les hreflang, c'est où est-ce qu'est localisé notre contenu. On a souvent des hreflang FR. Vous êtes en train de dire à Google que vous êtes en France, mais si vous êtes par exemple une clinique et que vous voulez la conversion à la fin, c'est des prises de rendez-vous, un Parisien, il ne va pas venir faire une séance de physiothérapie à Montréal. Donc, vous avez besoin d'être vraiment géolocalisé ici. Et donc, ce n'est pas FR, c'est FRCA qu'il faut mettre, ou ENCA, mais pas FR ou EN. Ça ne marche, ça posera des problèmes. Absolument. Donc, de notre côté, les erreurs les plus fréquentes qu'on rencontre, c'est d'utiliser quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'expertise en rédaction pour le web.
Donc, je vous explique souvent quelqu'un, il y a des formations, par exemple, du monde qui vont avoir une super belle écriture littéraire, etc. Par contre, quand on arrive pour le web et on met cette personne-là en charge de créer du contenu SEO pour le web, c'est totalement différent. Donc, elle ne sera pas en mesure de savoir que les mots-clés doivent se retrouver dans chacun des titres, comment structurer. Parce que je vous explique, sur le web, en fait, il faut être vraiment très concis lorsqu'on fait du contenu. Donc, on ne veut pas nécessairement mettre des phrases merveilleuses et tout. La majorité des gens vont lire quasi en diagonale. Donc, c'est très important d'avoir quelqu'un qui a déjà fait de la rédaction pour le web. L'autre erreur qu'on rencontre vraiment souvent, c'est le cannibalisme. Donc, on va essayer de créer beaucoup de contenu, donc beaucoup de pages, beaucoup d'articles de blog qui vont tenter de se positionner exactement sur les mêmes mots-clés. Google a mis à jour récemment son algorithme qui va se trouver à pénaliser justement le nom de domaine qui va tenter de se positionner sur le même mot-clé via plusieurs pages. Donc, ça, c'est une autre erreur fréquente qu'on rencontre souvent. Corentin en a parlé aussi. Une autre erreur, c'est que les gens ne créeront pas du contenu selon où est rendu votre clientèle cible dans son parcours d'achat. Donc, est-ce qu'il est en phase de découverte, donc il veut juste s'informer? Est-ce qu'il est en phase à comparer, si on veut, deux solutions, ou il est en phase d'achat? Donc, créer du contenu vraiment adapté selon le parcours de votre acheteur. Puis, pour terminer, dans le fond, carrément créer du contenu pour votre acheteur, votre clientèle cible. Donc, oui, c'est beau de faire une recherche selon les volumes recherchés sur Google et tous ces différents moteurs de recherche-là. Par contre, est-ce que vous parlez vraiment à votre client? Donc, souvent, on va voir ça. Là, les gens vont juste faire du contenu plus orienté SEO et non nécessairement à leur clientèle cible. Et je complète là-dessus, effectivement, c'est hyper intéressant et je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, Jonathan. Sur l'aspect rédiger pour vos internautes et rédiger pas pour vous. En fait, souvent, on a envie de se faire plaisir en quelque sorte, et nous, parce qu'on connaît très bien notre valeur ajoutée, on a envie de parler de nous en quelque sorte. Alors qu'en fait, ce qu'il faut quand on est dans une stratégie d'acquisition, c'est parler pour notre audience. Ce que nous, on pense, à la limite, on s'en moque. Par contre, ce qui est important, c'est de se mettre à la disposition et donner de l'information qui a de la valeur à son audience. Donc, ça veut dire que typiquement, travailler des contenus très liés à la marque, c'est peut-être hyper important, mais ce n'est pas ces contenus-là qui vont avoir un vrai intérêt SEO, une vraie démarche SEO. Donc, ça veut dire, par exemple, moi, j'ai des e-commerçants qui me posent la question de pourquoi je devrais faire des comment choisir. C'est pas à moi de le faire. Mais en fait, quelqu'un qui est sur cette question-là, il est en bas de funnel, il est en train de choisir. Donc, vous avez plutôt intérêt à ce que ça soit chez vous qui fasse ce choix-là et que derrière, vous essayez de le convertir parce que vous allez donner des conseils pertinents, plutôt que ça soit votre concurrent ou un fabricant. Et du coup, derrière, c'est coup de chance parce que le fabricant, il est vendu chez tous vos concurrents, plus vous. Donc, voilà. Essayez vraiment de vous mettre à la place de votre audience et pensez pas non comme vous en tant que salarié qui travaillez chez la compagnie avec ce que vous avez envie de dire, mais plutôt ce que l'internaute a envie d'entendre et de voir. C'est ça la logique. Et je pense qu'il nous reste le temps pour une question, Rosemary, et on va répondre très vite. En ce qui a trait aux événements et aux promotions d'un site marchand, est-ce bien de modifier et de mettre à jour une page plusieurs fois par année, Noël, Pâques, etc. Ou sommes-nous mieux de créer une page unique pour chacune de ces fêtes? Ça va dépendre. Et là, j'utilise mon joker. De toute façon, il reste 2 minutes, donc j'ai le droit de le faire. Ça dépend, en fait. Ça dépend de est-ce que vous avez un produit qui est adaptable sur chacune de ces fêtes? Vous vendez des téléphones intelligents et donc Noël, Pâques, fête des mères, etc. C'est le même produit, mais c'est juste que vous avez envie ou Vendredi fou, vous avez envie que les gens qui tapent téléphone intelligent ou cellulaire, Vendredi fou, téléphone Noël, etc. Ils tombent sur cette page, mais c'est la même. Et donc là, il faudra utiliser la même page, mais la retravailler en amont pour pouvoir se positionner sur cette requête-là, ou est-ce qu'on est sur des requêtes spécifiques à ça? Je pense des requêtes j'ai travaillé sur un projet, par exemple, où on était sur du cadeau personnalisé. Donc là, on a besoin d'avoir des pages dédiées à cadeau fête des mères, cadeau fête des pères, cadeau Noël, cadeau Pâques, cadeau tous les événements. Et donc là, on est dans des démarches différentes. Voilà. Absolument. Puis, je pense vraiment là, que pour l'ensemble de tous les sites e-commerce analysés, souvent, si on crée une page promotion, ça va être la page qui va obtenir le plus de visites. Donc, non,
deuxième position, ça va être votre accueil. Puis par la suite, les gens vont toujours être poussés à cliquer sur promotion. Donc, c'est extrêmement important de mettre une page promotion. Puis comme Corentin le disait, là, si vous avez des produits ou carrément votre entreprise est précise à une fête, là, c'est important d'avoir des pages qui se positionnent là-dessus. Exact. Et petit complément, préparez-les en amont, que ce soit les soldes, que ce soit le vendredi fou, Noël, etc. Si vous mettez en ligne cette page-là une semaine avant, d'un point de vue SEO, ça sert à rien. Ça vous apportera des résultats après la fête. Donc anticipez, faites ce travail plusieurs semaines et mois en avance. Voilà, ça va dépendre de l'intensité concurrentielle, mais au moins plusieurs semaines en avance. Si vous avez ce genre de problématique, demandez à des experts en interne ou en externe pour avoir une réponse précise. Et voilà, on a répondu à toutes les questions. J'espère qu'on a été suffisamment précis, mais en même temps suffisamment concis pour que ça soit clair pour vous. Je vais repartager nos courriels pour vous donner tout ça. Alors, peut-être qu'on peut les mettre dans le chat aussi, comme ça vous avez tout. Tac, donc le courriel de Jonathan, c'est Jonathan avec un H à commercial guaranamarketing toutattaché.com. Le mien, corentin.mirande à commercial semj.com. Si vous avez des questions ou des cas plus précis, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus sur les services de Guarana, et je peux vous les recommander, vous avez vu, Jonathan a quand même une vraie expertise et ses équipes, c'est la même chose pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux. Donc n'hésitez pas à aller le contacter si vous avez des problématiques et des enjeux globaux sur vos stratégies de commercialisation et d'acquisition digitale, et puis sur des sujets vraiment liés au contenu. Moi, je serais ravi de vous faire, d'échanger avec vous, de vous donner des conseils et pouvoir vous montrer ce que SEMJ peut vous apporter, vous faire une démo aussi de la plateforme pour que vous voyez concrètement ce que SEMJ peut vous apporter. Contactez-nous, vous avez nos courriels, que ce soit pour du conseil, des cas pratiques ou des sujets plus répondre à vos enjeux. On sera ravis de le faire. En tout cas, moi, je serais ravi de le faire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jonathan? Absolument. Ou simplement, si vous voulez continuer la conversation, là, je suis ouvert à ça. Exact. Grand plaisir. N'hésitez pas à nous demander en connexion, j'allais dire en ami, mais ça, c'est Facebook sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, pour votre stratégie de 2022. Merci beaucoup. Et puis, on se dit à très vite. Bonne journée. Bonne fin de journée.